BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Aujourd'hui, entre Jean-Sébastien Bellé et Marc Riez. Bonjour, messieurs. Bonjour, Guillaume. Marc Riez, le directeur général de Vega IM, et Jean-Sébastien Bellé, associé fondateur de Trust Team Finance. Le CAC 40 cote, malgré le jour de l'ascension, on cote, comme chaque année. On gagne 0,38%. Tiens, 4340 points. Après la baisse du début de semaine, on perdait 2%, on récupère à peine 0,38. C'est poussif. Est-ce que les marchés, là, après le grand rebond des mois de février, mars, avril, est-ce que les marchés sont pas en train de se demander s'il ne faudrait pas repartir un peu à la baisse, là, quand même, plus durablement, Marc? C'est la question que les marchés se posent, effectivement, parce que je crois ils n'ont pas beaucoup de carburant nouveau aujourd'hui pour s'appuyer, pour monter. Il y a eu effectivement, depuis mi-février, le sentiment que le balancier était allé trop loin, que finalement les très grandes craintes que le marché avait en début d'année sur l'effondrement du pétrole, un hard landing de la Chine, avaient quand même été exagérées. Donc ça a permis un rebond, mais finalement, au-delà de ce rebond, on sent qu'il manque un peu de matière aujourd'hui. La BCE a fait visiblement tout ce qu'elle pouvait. Donc il n'y a plus tellement, finalement, d'intervention divine à attendre pour les marchés. Oui. Et voilà, donc... Alors il y a cette interrogation-là. Est-ce que les banques centrales sont allées au bout de ce qu'elles pouvaient? Question d'autant plus forte, puissante, légitime, que parallèlement, on voit que les devises repartent à la hausse. L'euro repart à la hausse face au dollar, le yen repart à la hausse face au dollar, et face à ça, la Banque du Japon a décidé de ne rien annoncer de plus la semaine dernière, ce qui peut en effet donner le sentiment qu'elles ne peuvent plus faire grand-chose face à ce qui se passe là, face à cette baisse du dollar. Le sentiment que ça donne, c'est qu'elles ne voudraient pas se livrer à une surenchère de guerre d'échange, dont on comprend maintenant qu'elle serait un peu néfaste pour tout le monde, finalement. Et qui est finalement l'acteur aujourd'hui vers qui tous les regards se tournent? C'est à nouveau la Réserve fédérale, parce qu'on voit bien que c'est d'elle qu'on attend qu'elle bouge. Et je pense que les autres banques centrales, justement, si elles ne font rien, c'est parce qu'elles ne veulent pas empêtrer la Fed dans une action qui paraît déjà très très compliquée pour elles. C'est-à-dire que les banques centrales peuvent annoncer tout ce qu'elles veulent, c'est la Fed qui détient les clés, là, qui détient la solution sur les devises, sur un certain... Aujourd'hui, je crois que oui. Aujourd'hui, je crois que le Japon, l'Europe ont beaucoup injecté, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On voit bien que finalement l'économie américaine n'a plus la formidable dynamique des années passées, donc la hausse du dollar est économiquement moins forte. Maintenant, voilà, la balle est dans le camp de Mme Yellen. Montrera-t-elle pas en juin? En juin ou en juillet, puisqu'on entend ou en juillet. Parler de juillet également. Jean-Sébastien, vous, comment vous l'interprétez, cette tergiversation du marché? Nous, on a une vision plus globale, on va dire. Il faut que les marchés s'habituent au fait que nous sommes entrés dans un monde sans croissance, durablement, parce que la croissance qui a été tirée par les pays émergents, par la Chine, était une autre époque. Aujourd'hui, les niveaux de dette, à la fois dans les pays et dans les acteurs privés, sont élevés. Et puis surtout, on change de monde, on quitte des entreprises qui avaient des stratégies produits, où finalement la politique des dernières années pour les entreprises, c'était de produire le plus possible, au prix le moins cher possible, pour inonder le marché en soutenant avec de la communication. La révolution industrielle très lourde que nous vivons en ce moment est en train de modifier les règles du jeu pour mettre le client vraiment au cœur des perspectives et de la stratégie de l'entreprise. Et donc aujourd'hui... Et ça fait baisser le marché, ça? Alors, le marché des entreprises, le business au quotidien est en train de migrer. On le voit avec une accélération ces derniers temps, avec l'arrivée de disrupteurs dont on parle souvent. Cette révolution est en train de s'installer. Et donc elle provoque, si vous voulez, un espèce de ralentissement. Elle appuie sur le ralentissement de la croissance générale parce qu'il faut que les entreprises s'adaptent. Et pour les entreprises, s'adapter, ça veut dire changer de politique, changer de stratégie, essayer de se repositionner sur le client. Et donc c'est long. C'est difficile, mais à terme, nous pensons que cette révolution industrielle va redonner un nouveau souffle de croissance. Alors quand on dit à terme, c'est entre 5 et 10 ans. Et en attendant, il faut que les marchés s'habituent à ce monde sans croissance. Alors au gré des nouvelles, à un moment, une banque centrale qui dit que la croissance est suffisamment bonne pour remonter ses taux, et puis tout le monde s'emballe. À un autre moment, un chiffre qui est un peu moins bon. Donc il faut s'habituer à cette volatilité des marchés, le temps que les marchés intègrent que la croissance est durablement faible jusqu'à ce que la révolution industrielle actuelle prenne de l'ampleur, et donc que les marchés se focalisent un peu plus sur les valeurs de croissance,
On a déjà connu ça par le passé, dans les années 90 par exemple. Les valeurs de croissance avaient des différentiels de valorisation qui étaient très élevés par rapport aux autres valeurs, parce que justement on était dans un monde à faible croissance. Donc il faut un petit peu de temps pour le marché, d'autant plus qu'il y a quelques incertitudes. On parle du Brexit, des élections aux États-Unis qui nous réservent quand même des surprises, et puis des élections en Espagne qui arrivent en Europe. Bon, tout ça rajoute au climat actuel. Et au climat actuel et à ces doutes des marchés financiers. On va parler des transformations en cours dans le monde des entreprises, sur les marchés du travail de pas mal de pays. Et vous allez nous dire l'un et l'autre ce que ça vous inspire pour l'allocation, les arbitrages, les valeurs qu'il faut privilégier en bourse. Juste avant, vous me tendiez la perche là sur le risque politique. C'est vrai que le mois de juin va être un mois glissant pour les marchés. Le référendum sur le Brexit le 23 juin. Quelques jours plus tard à peine, les législatives en Espagne, nouvelles législatives. Bon, l'Europe qui continue de poser question, et du coup l'Europe qui risque de souffrir en bourse, de sous-performer par rapport à Wall Street durablement, d'après vous, Marc? Alors, je pense qu'aujourd'hui la valorisation du risque politique n'est pas neutre. On l'a vu la semaine dernière, on a eu 4,8 milliards de dollars de sortie des fonds d'action européennes, au moment même où les fonds d'action américaines, eux, collectaient à peu près 2 milliards. Donc on voit bien que les flux aujourd'hui quittent l'Europe, et s'ils quittent l'Europe, c'est pas parce qu'il y a eu des déceptions particulières sur l'économie européenne. Au contraire, les chiffres qu'on a eu de croissance du PIB, de consommation étaient plutôt convenables. Mais c'est vraiment que on sent qu'à nouveau, comme à l'époque de la crise grecque, ça repose question sur la durabilité de la construction européenne, sa solidité, etc. Et donc tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui pénalise aujourd'hui la valorisation des marchés européens. La deuxième chose, même si les bookmakers parient de plus en plus sur un maintien de l'Union européenne dans l'Union européenne. Plutôt. Mais en tout cas, en attendant, ça peut déjà un peu peser. Et je crois que le deuxième élément qui quand même nous pénalise, c'est que on était nombreux à acheter des actions européennes pour jouer la hausse du dollar. Et donc la valorisation mécanique, on en avait parlé à très nombreuses reprises ici, et on sent bien que ce moteur de la valorisation par la hausse du dollar, il a pour le moins calé pour l'instant. Donc il peut revenir si la Réserve fédérale se réengage dans une politique de hausse des taux plus marquée. Pour l'instant, on sent bien que c'est pas... voilà. Ça, c'est un moteur qui s'est arrêté. Là, pour le coup, clairement, voilà. C'était l'un des principaux moteurs de la zone euro. Absolument. Et puis le plus facile, parce que ça se traduisait comptablement, tout de suite, matériellement, sur la valeur des entreprises européennes. Donc là, l'euro ne recule plus, l'euro progresse. On a franchi 1,15 $, il y a quelques jours, à des taux de 9 mois. C'est inquiétant, ça, de voir cette dynamique à la hausse de l'euro. C'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les gens ont confiance s'ils achètent de l'euro. Ça veut dire que toutes ces craintes qu'on évoquait, à la fois le Brexit, à la fois l'Espagne, sont déjà intégrées aujourd'hui, et que les gens ont fait leurs calculs. Aujourd'hui, on voit des scénarios qui arrivent sur le Brexit, disant que même si ça arrivait, finalement, sur le plan économique, l'impact serait probablement très faible, et seul le Royaume-Uni en souffrirait. Et sur les élections espagnoles, on s'attend dans le pire des cas à ce que la situation soit stable, et dans le meilleur des cas, à ce qu'il y ait un gouvernement qui sorte. Et donc le fait que l'euro remonte est vraiment un signal de confiance donné par les marchés, qui dit mais finalement tout ça c'est derrière nous, c'est pricé, peut-être un peu plus loin. D'accord, donc plutôt optimiste. Alors quelle allocation? Est-ce qu'il faut privilégier l'Europe? Est-ce qu'il faut privilégier Wall Street? Wall Street qui reste tout proche de ses plus hauts, alors que le pic de croissance est derrière là-bas, contrairement à l'Europe d'ailleurs, qui va peut-être voir son pic de croissance encore dans quelques mois, en tout cas peut-être devant nous. Aux États-Unis c'est l'inverse, et pourtant c'est Wall Street qui est plus haut et qui est à des records. Oui, Wall Street continue à être porté. Nous, on privilégie quand même néanmoins maintenant les actions européennes, parce qu'on a effectivement le sentiment qu'en termes de cycle, Wall Street est déjà peut-être un peu plus loin que nous, Européens, dans l'évolution de ces marchés. On rappelle le PER, la valorisation à Wall Street, on est quasiment à 18, donc largement au-dessus de la moyenne. On est 3% au-dessus de l'Europe, et le fait est que, monsieur disait tout à l'heure, on va s'intéresser aux valeurs de croissance, parce qu'on est dans un monde sans croissance, mais on le voit, ça fait 7-8 ans déjà, nous qu'on est sur les valeurs de croissance, et qu'elles se comportent considérablement mieux que les valeurs dites value, ou que les valeurs... Sauf que là, depuis quelques semaines, on a une revanche des values. On a une petite revanche depuis, en fait, sur le rebond. C'est très très souvent le cas. C'est-à-dire que les valeurs de croissance, elles sont extrêmement défensives souvent. Donc quand le marché souffre beaucoup, elles tiennent beaucoup mieux que d'autres. On voyait par exemple le 11 février des LVMH, des L'Oréal qui étaient encore en territoire positif depuis le début de l'année, quand le marché était à moins 15. Donc effectivement, après, dans la phase de rebond, on ne peut pas s'attendre non plus à ce qu'elles reprennent 15. Voilà. Donc
Effectivement, il y a cette petite phase de revanche depuis quelques semaines, mais moi je continue à penser que les valeurs de croissance qui depuis des années déjà font très très bien, vont effectivement continuer à faire très bien dans ce monde, et il a monsieur raison de le dire, où la croissance est devenue plus rare, donc plus chère.